Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne Vérité à venir. Ce jour, je vous propose une nouvelle émission qualitative qui m'a nécessité des recherches, du recoupage, du traitement d'informations pour vous livrer une analyse sérieuse, de qualité, afin d'y voir clair sur l'intelligence artificielle, les actualités et également de se pencher sur notre avenir, de la condition de l'humain, de notre place dans la société et surtout de ce qu'on désire. Et pour ce faire, il nous faut réfléchir à partir de données fiables. Alors, en échange, je compte sur vous pour me soutenir par un like, vous saisir également de l'URL au-dessus ou encore en cliquant sur la flèche pour me partager. Ça, c'est la partie référencement. Et mon invitation envers vous plane afin que vous puissiez saisir comme ça la perche pour aussi vous exprimer, balancer une opinion ou au contraire saisir une analyse afin de dire ce que vous ressentez, euh, vos a priori quant à ces technologies et à cette addiction de la société à ces outils, à la fois assistants mais aussi menaçants pour nous remplacer, que ce soit dans les métiers, dans les relations ou encore dans le divertissement et de d'autres canaux encore possibles. En dehors de ceci, je tenais à vous dire que ce jour, nous allons traiter une troisième fois la lettre du pape. Donc là, on était à plus de la moitié de la lecture. On va poursuivre les passages les plus essentiels, marquants, par rapport au pape qui, dans un premier temps, rappelait la dignité humaine, le respect de la nature, de la volonté de Dieu aussi, hein, de sa place, souvent oubliée dans le modernisme et dans ces sociétés ni Dieu ni maître et beaucoup arrogantes, en oubliant presque qu'il faut tout de même établir des limites pour ne pas entrer dans de nouvelles guerres, se sacrifier les uns les autres et, euh, et même pousser les gens à la dépression. Donc c'est un appel d'espoir où d'un côté, on peut faire une sorte de nouvelle Jérusalem, être des bâtisseurs de paix, et de l'autre, poursuivre l'affront, la mauvaise diagonale, sans dialogue, celle où on fait la rébellion totale, on construit notre propre main, de nos propres mains autant pour moi, sans se mettre de limite, et c'est la Babylone. Et ce qui inclut derrière le jugement de la Babylone. Alors, nous aborderons cette partie juste après. Je voulais faire une introduction par rapport aux actualités qui nourrissent aussi ces sujets, dont nous avons déjà abordé pas mal de périmètres sur les avancées de l'IA, le fait encore des agents conversationnels qui peuvent passer le test d'Alan Turing, ou au bout de l'écran, et de l'autre côté, nous ne savons plus si c'est un humain ou un algorithme, ce qui est déjà une grande prouesse, et aussi sa place dans la logistique, dans les métiers. L'algorithme peut-il un jour établir un état de conscience et une volonté qui va avec, et s'inscrit derrière, dans ce plan-là, aussi les science-fiction, les peurs ou non, et revient sur la table la demande, l'exigence de patrons, d'entreprises et de d'autres philosophes aussi qui peuvent être dans ces secteurs pour dire maintenant limitons l'IA, revoyons nos priorités puisque là ça semble nous menacer. Hein. Bon, après, est-ce que c'est un narratif inventé de toutes pièces pour obtenir du sérieux, des subventions et encore une fois des investissements? On peut y voir midi ou minuit, le jour ou la nuit, ce qui revient à soit Jérusalem, soit Babylone. Anthropique, grande entreprise, alerte. Il y a quelques années, c'était Elon Musk, Hawkins et d'autres encore qui adressaient une lettre à l'humanité et aux grandes instances pour dire agissez, stoppez-nous, alors que dans le même temps, des centaines de millions étaient balancés par Salman ou encore Zuckerberg et d'autres comme ça, même à Palantir et ailleurs. Les grands du secteur, c'est aussi Elon Musk avec SpaceX qui propose maintenant un contrat à quasiment 1 milliard de dollars auprès de Google pour du traitement d'informations, du stockage
et de d'autres choses encore qui s'accompagnent pour pourquoi pas traiter les grandes données, ce qu'on appelle les big data, directement dans l'espace. C'est un des projets pour éviter cette surconsommation d'énergie, d'électricité, d'eau, entre autres, de pollution sur notre Terre. Donc ils vont peut-être en arriver à polluer le ciel sans souci. Les contrats passent et surtout, c'est que comme pour le droit maritime et le droit terrestre qui sont deux choses différentes, eh bien vous avez des lieux où il n'y a pas de réglementation qui s'applique. Et en l'occurrence, dans le ciel, puisque les satellites ne sont pas limités à une portion mais font le tour en rotation, en- comme ce que peut faire la Lune également en tournant autour de la Terre, eh bien, est-ce que les réglementations s'appliqueront puisqu'ils passeront de pays en pays et qu'ils seront au-dessus encore dans un espace aérien? Ça pose des réflexions. Je vous propose donc une dizaine d'articles, même pas, avant de passer à la suite de la lettre. Anthropic alerte sur la menace d'IA capable de se fabriquer elle-même et appelle à une pause dans la course à l'intelligence artificielle. Sous-entendu, l'IA, ces algorithmes seraient capables de reprogrammer, d'entrer dans une volonté et dès lors de désobéir au maître, au détenteur de ces codes. Et pourquoi pas, tel le film Terminator, de la puce de silicium, se faire un corps, type anthropomorphique, c'est-à-dire un corps anthropoïde, et combattre les humains ou vouloir entrer dans la course sportive, dans la compétition encore, dans les entreprises, dans les relations et autres, et supplanter l'homme. Alors l'entreprise américaine a alerté puisque ces IA capables de se fabriquer elles-mêmes connaissent les failles et à ce moment-là entrent dans une menace de bioterrorisme dont on va voir juste après sur notre génétique pour effacer l'humain ou des parties d'humains, des races, des variétés d'humains qui seraient de trop sur Terre, où il n'y a plus de coupables au bout du compte, au bout du crime. Et autre chose, c'est aussi euh, la cyberattaque. Et là, la menace des infrastructures, qu'elles soient civiles, militaires ou encore de d'autres ordres, même économiques, tout est à l'heure actuelle sur la sellette. Et l'entreprise américaine dirigée par Dario Amodei publie un nouvel essai alertant sur les dangers de l'intelligence artificielle, pointant la possibilité à terme de modèles qui s'auto-améliorent. Et il déclare: il serait bon pour le monde d'avoir la possibilité de ralentir ou de suspendre temporairement le développement de l'IA de pointe. C'est aussi, dans cette compétition, peut-être une envie d'imposer à d'autres pays de rester en arrière-plan afin que l'Amérique domine, pendant que l'Europe perdrait ses recherches et que les Chinois essaieraient de convaincre le monde qu'eux aussi ils sont rentrés maintenant dans la boucle afin de ne pas aller trop vite et de faire attention à ce que l'IA ne soit pas un danger. Anthropic cherche à replacer dans le débat public l'idée d'une pause dans la course à l'intelligence artificielle. Ce potentiel arrêt, dont la durée n'est pas précisée, servirait, poursuit la start-up américaine, à permettre aux structures sociétales et à la recherche sur l'alignement des IA sur les valeurs humaines de suivre le rythme des progrès de la technologie. Anthropic s'inquiète particulièrement de la perspective d'IA capable de se fabriquer elle-même et appelle à discuter de l'instauration d'un mécanisme de coordination mondiale, tout en reconnaissant qu'une telle pause serait très difficile à obtenir puisque les entreprises ne veulent pas perdre d'argent, elles ont des employés, des visées aussi d'être dans l'innovation, premier mondial entre autres, ou encore de sauver des vies par les nouvelles molécules, les découvertes, pourquoi pas arriver à des standards de paix. Et tout ceci donc ne permet pas de freiner l'accélération. Bien au contraire, c'est le même fonctionnement que pour les avions et les missiles, et même les drones. Une fois que certains ont franchi Mach 1, Mach 2, qu'ils ont évité le mur du son, et donc un mur tout simplement en ralentissement, lorsqu'ils sont affranchis de ça,
par l'aérodynamisme et encore la magnéto-hydrodynamique et ce que vous voulez, eh ben, ils ont poursuivi les travaux. Passer de la fusée V1, V2 à d'autres mécanismes, à toujours plus de puissance, de performance. Et bien pour l'IA, il en est de même. Elle booste aujourd'hui l'Internet, elle accélère encore le traitement d'informations. Nous la retrouvons même dans des entreprises, notamment d'accueil de public, où vous appelez, je sais pas, un médecin, un dentiste et autres, et vous avez une voix quasiment humaine, mais il y a encore le petit détail qui vous fait entendre que c'est pas un humain au bout du fil. Pareil pour les services type Booking ou autres, ça vous parle comme un humain, ça fait croire que ça pianote sur un clavier, ça vous met tout le cinéma qui va avec, l'ambiance, afin de vous tromper sur l'interlocuteur que vous avez. Et ça, c'est pour remplacer les hommes et habituer aussi les consommateurs à ce contact auprès de la tech. Autre danger, parvenu il y a 19 heures. Les géants d'IA maintenant craignent une sorte de nouveau coco qui viendrait à sortir d'un laboratoire et même plus augmenter, comment je peux dire encore, en gain de transmission. Et puis il y avait un autre élément, c'était le gain du virus, mais il y avait un autre truc. Avec le coco, bah là, on a eu un moment l'antavirus, et puis encore la peur de H5N1, et ce qui va avec. Et on nous dit que les géants de l'IA craignent l'émergence d'armes biologiques créées par leur propre technologie, mais dont ils ne seraient pas coupables, puisque ce n'est pas eux qui ont mis le script, le code là qui s'active est hors de leur volonté. Alors ils alertent et c'est bon. Une lettre signée par Sam Altman, qui est à l'origine de son entreprise qui m'échappe, c'était OpenAI, il me semble. Dario Amodei, Demi Assabi et des dizaines d'éminents ingénieurs et scientifiques réclament des garde-fous aux décideurs publics, politiques, face au risque bioterroriste. Le risque bioterroriste lié à l'IA semble bien réel si l'on se fie aux propos des ingénieurs de la tech américaine. Les plus influents d'entre eux, qu'on vient de citer, viennent de signer une importante lettre ouverte à l'intention du Congrès américain réclamant des garde-fous contre le risque que pose leur propre technologie. Depuis des dizaines d'années, des décennies, des entreprises par dizaines à travers le monde composent et revendent des séquences génétiques personnalisées à destination de la recherche scientifique pour le développement de médicaments par exemple. Vous avez eu 23,5 pour dire ah bah je viens de tel endroit du monde, se féliciter de ses origines. D'autres entreprises encore ont comme ça récupéré des données médicales. On pense entre autres à Doctolib avec comment il s'appelle, Laurent Alexandre qui en faisait la promotion et puis qui laissait entendre que le régime américain aussi avait avec ses grandes entreprises une puissance de connaissances sur l'état de santé de tout un chacun, que le futur viendrait à faire des assurances, des mutuelles à la carte, selon votre carte génétique. Et là, c'est la même chose. Ces données sont retrouvées entre ses mains de gens qui souhaitent la mort de la mort, des activistes du transhumanisme, des porteurs d'idées jusqu'au post-humanisme. Kurzweil, entre autres, est un de ces personnage, orateur, présentateur, conférencier dans le sujet. Et les fournisseurs ne peuvent maintenant vendre qu'à des chercheurs, des entreprises, des universités certifiées, notamment par le Consortium international de synthèse génétique, né en 2009. Et le transhumanisme, on le décompose en 4 parties. C'est les lettres N, B, I, C. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique, IA et sciences cognitives. Et le pape disait, j'alerte mes lecteurs et les gouvernants, décideurs, à désarmer l'IA sur la partie économique, militaire, mais aussi cognitive. La guerre de l'information, les manipulations sur les réseaux, les désinformations en tout genre par les deepfakes, les gens trompés de toutes parts. Et on ne parle même pas de personnes qui derrière tirent profit en trompant un public.
Et le souci, c'est la génétique. Parce que la génétique, elle retient tout notre être. C'est-à-dire que si nous sommes dans une simulation, pourquoi pas, qu'est-ce qui nous a fait? Entraînant la multiplication des cellules, la formation après de notre peau, des organes, des os et de ce qui va avec, et jusqu'à notre structure cérébrale. C'est l'héritage de notre père, de notre mère, et en fait des ascendants encore derrière. L'arbre généalogique. Et dans cette génétique se trouvent des brins d'ADN qui, des fois, ont des facteurs pouvant déclencher telle maladie, tel cancer, telle encore dégénérescence, ou au contraire performance. Et ces acteurs œuvrent à ça, à essayer de réécrire l'ADN, donc à tronquer notre propre livre de vie, pour nous dire maintenant que vous êtes maître de la matière. Et le souci, c'est que, comme pour les cartels pharmaceutiques, les médecins, les chercheurs, l'innovation, le développement accompagné autour de tout ceci a mené à l'ère du capitalisme, à cette idée que un patient semi-soigné qui reviendra pour la médicamentation, le suivi et l'avancement de son dossier rapportera beaucoup. Et alors, il y aura un profit à se faire. Et bien là, il en est de même. L'espérance d'accélérer sa présence dans l'espace en oubliant ce qu'était le temps va complètement déconnecter les gens, bouleversant notre époque où le recablage se fait. C'est-à-dire du cordon ombilical naturel à ces cordons tout à fait artificiels que sont encore les USB, les ports HDMI et autres, jusque pourquoi pas input-output qui seraient mis dans la tête ou à l'arrière du crâne par une puce neuronale. C'est le souhait, entre autres, d'Elon Musk avec son entreprise Neuralink. Et Neuralink, qui est en soi une succession des travaux d'un grand professeur d'une autre époque qui s'appelait José Delgado, dont on avait déjà présenté un article du New York Times, où dans le New York Times, il disait bien: nous allons demain construire des psychocivilisés. Nous agirons immédiatement à la racine psychique, à l'état de santé mentale, à ces connexions cérébrales pour éviter tout mal, toute forme d'agressivité, de violence, et on aura comme ça des gens que l'on pourra augmenter. L'article, je ne l'ai pas en intégralité, et il est inscrit après à l'époque le monde scientifique découvrait tout juste que l'on pouvait reconstituer des virus à partir de brins d'ADN, donc même des virus passés. Le 2 juin 2026, Donald Trump crée l'émoi par la signature d'un décret présidentiel concernant le développement de modèles d'intelligence artificielle et les risques qu'ils peuvent potentiellement représenter. Le décret a ainsi pour but de créer un mécanisme de coopération entre les développeurs de systèmes et de modèles d'IA et les agences de cybersécurité. Mais tout le monde ne semble pas d'avis de réglementer ce secteur, certes naissant, mais qui croît à un rythme effréné. Ainsi, un duo bipartisan de membres de la Chambre des représentants américaine, Lori Trahan et Jay Obernolt, a publié jeudi un projet de loi qui propose une autre grille de lecture de la façon dont le secteur pourrait être régulé et de la nature du contrôle qui pourrait être effectué au niveau fédéral. S'opposer au projet, non, ne pas s'opposer. Structuré à long terme, oui. À première vue, le projet de loi présenté par les élus pourrait apparaître comme une réponse au récent décret signé par Donald Trump sur les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, comme l'explique notamment Reuters dans sa dépêche. Toutefois, une lecture attentive du discussion draft baptisé Great American Artificial Intelligence Act of 2026 conduit à une conclusion différente. Il ne s'agit pas tant d'une opposition que d'une tentative de prolonger et de structurer dans la loi une partie de l'approche défendue par l'administration. Sur le point le plus visible politiquement, les deux démarches convergent vers le même endroit, même largement. La Maison-Blanche plaide depuis plusieurs mois pour éviter une multiplication des réglementations locales susceptibles de fragmenter le marché américain des IA, ce qui booste à l'heure actuelle l'économie et donne un intérêt particulier pour le dollar, où
Nous revoyons le dollar passer par rapport à l'euro à 84, 85, 86, 87 centimes. Ça monte légèrement, mais les projets, les investissements et les promesses pour la suite sont présentes, où beaucoup de choses s'axent autour de la logistique, de la facilitation de détecter les fraudes, mais aussi de faciliter encore les échanges, de mieux redistribuer les richesses, entre autres, éviter les inégalités par l'IA et tous les projets qui s'accompagnent autour quant à la santé, au revenu universel par le remplacement dans les travails pénibles et autres. Donc il y a une véritable architecture de gouvernance à établir selon eux. Et il y a des différences qui apparaissent lorsqu'on examine la nature du contrôle exercé sur les développeurs de modèles. Le décret présidentiel repose principalement sur un mécanisme de supervision par l'exécutif. Les entreprises sont encouragées à soumettre volontairement leurs modèles les plus performants à des tests de cybersécurité réalisés par les autorités fédérales avant leur diffusion. Cette approche vise avant tout à permettre au gouvernement de mieux comprendre les capacités des systèmes les plus avancés et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités, que ce soit pour leurs services de renseignement, NSA, CIA, FBI, mais encore pour la Maison-Blanche. Aussi, ça concerne tout le personnel derrière, avec les failles ou non dans leurs applicatifs, les applications dans les téléphones, dans les ordinateurs, encore dans l'économie et autres. Donc, ça nécessite une vigilance particulière. Le projet de loi se situe dans une toute autre logique. Là où le décret met en place un processus ponctuel d'évaluation, le texte du Congrès cherche à construire une véritable architecture de gouvernance. Les auteurs ne se contentent pas de prévoir des tests avant déploiement. Ils définissent des catégories de risques, établissent des obligations permanentes pour les principaux développeurs, organisent des mécanismes de vérification indépendants et créent des structures dédiées à l'élaboration de standards techniques. Autrement dit, ils tentent de transformer une série de mesures administratives en un cadre juridique durable. C'est probablement là que réside l'apport le plus intéressant du texte. Ces gens-là œuvrent, à l'heure actuelle, dans la poursuite du droit des minorités, de la défense des plus faibles, de l'écoute de tous, de l'envie de cette démocratie en question, à œuvrer à donner vie également à des agents, qui cette fois-ci seraient des agents numériques, et en l'occurrence participeraient dans la prise de décision auprès d'employeurs, de ressources humaines pour recruter, mais encore dans la vie quotidienne comme ça pour que dans une ville tout se passe bien, que des projets aboutissent, à la fois pour organiser des rencontres, des événements sportifs, des festivals de musique, des présentations d'art, mais aussi des revendications, écoutées et rapportées, en synthétisant le tout et en mettant la petite touche de plus. Et pourquoi pas en proposant aussi, en étant dans la force d'esprit. C'est le projet que l'on retrouvait dans la quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab, où c'est pas seulement décaler les gens vers un revenu universel, plus de loisirs et de liberté, c'est également œuvrer à une mise à jour de ce qu'on appelle la démocratie. Depuis l'essor de l'IA générative, propulsée par la mise à disposition auprès du grand public de ChatGPT en novembre 2022, le débat américain a souvent été présenté comme une opposition entre une Europe soucieuse de réguler et des États-Unis davantage préoccupés par l'innovation et la compétitivité. Or, le Great American AI Act raconte une histoire plus nuancée. Pour la première fois, un projet de loi d'envergure introduit dans le droit américain des notions qui étaient jusqu'ici principalement discutées dans les milieux spécialisés de la sécurité de l'IA. Les frontier models, les risques catastrophiques, les incidents critiques de sécurité ou encore les mécanismes d'audit indépendants. Les modèles les plus puissants sont-ils les plus à risque ? Cette évolution est loin d'être anodine.
Elle traduit une reconnaissance implicite du fait que les modèles les plus puissants ne peuvent plus être considérés comme de simples logiciels. Ce n'est plus seulement du software dans du hardware. Nous sommes là sur une révolution, la quatrième industrielle. Les auteurs admettent que certaines capacités technologiques justifient des obligations particulières de gouvernance, de surveillance et de transparence dans la branche de la santé, qu'elle soit mentale, au niveau des psychologues, qui souvent ont failli à leur mission et ont entraîné des gens sous médicamentation et autres. Imaginez une écoute attentive, un suivi de patient 24 heures sur 24. Et je ne parle pas encore des gens isolés, âgés, de ce mal du 21e siècle, où le Windows, la fenêtre, devait nous ouvrir à l'informatique, à des réseaux sociaux, à de la communication, à des conversations, même à ne pas perdre le fil avec sa famille lorsqu'ils sont en voyage à l'autre bout du monde ou qu'il y a des centaines de kilomètres séparant les habitations. Pourtant, beaucoup, une grande partie comme ça, que ce soit des Français, des Américains ou autres, dès lors qu'ils rentrent dans la vieillesse, se retrouvent isolés. Et ça, c'est aussi un des mâles présents, un des mots présents, autant pour moi. En ce sens, le projet marque une rupture. Alors, il y a d'autres dangers après. Alors, le danger sur les usines chimiques, sur le terrorisme, sur la modification comportementale, voire sur des hackings de réseaux privés, avec après la mise à disposition de tous des casiers judiciaires, encore des tenues de compte, pourquoi pas encore des possesseurs d'armes, ce qui pourrait générer un grand chaos, où nous avons déjà vu en France certains hackers mettre des dossiers à disposition. Et que se passerait-il si une autre IA prenait position et possession de ces documents pour maintenant dire ici les anciens coûtent trop cher, il faut passer à l'euthanasie. Ou encore, les prisonniers, on va vous lister des milliers de personnes qui ont récidivé et qui re-récidiveront avec tant de probabilité. Et si donc ça aboutit à un résultat, à une fiabilité de calcul, laissez-nous prendre le relais pour que ça ne se reproduise pas. Il y a plein d'autres choses, que ce soit la gouvernance, donc la surveillance, la transparence, tout, la société dans son ensemble. En ce sens, le projet marque une rupture avec l'idée selon laquelle le marché pourrait à lui seul assurer l'encadrement de ces technologies. Le texte apporte également une tentative de compromis politique qui manquait jusqu'à présent au débat américain. Comme par hasard, tout intervient, quoi, une semaine, 2 semaines après la lettre du pape? Même pas. C'était dans les petits papiers, vous me le direz, mais le pape n'a pas pondu sa lettre du jour au lendemain, il a des références dedans qui ramènent à des livres, à des philosophes, je crois qu'il y a même du René Descartes, si je ne dis point de bêtises, à ses prédécesseurs comme Léon XIII, ou encore le pape Benoît, François, autant pour moi, Benoît XVI aussi, je crois, qui est cité, il doit y avoir Jean-Paul II également, enfin, il y a pas mal de gens nommés où il reprend, il paraphrase certains extraits, ce pape. Et dans le même temps, l'Amérique se réveille. Et rappelons que le Vatican a cette force-là d'opposition envers l'américanisme. Et que pourtant, au Vatican, à l'heure actuelle, se trouve un Américain. Ça aussi, c'est assez intéressant. Enfin, est-ce que les chuchotements des grands patrons vont directement au Vatican ou est-ce que même il y a des entretiens? Peut-être. Enfin. De l'autre, de nombreux élus et experts estiment qu'un minimum de garde-fous est nécessaire face aux risques associés aux modèles les plus avancés. Enfin, le projet cherche précisément à concilier ces deux objectifs. Il retire aux États une partie de leur capacité à réglementer le développement des modèles, mais il exige en contrepartie que les principaux acteurs du secteur se soumettent à un ensemble d'obligations fédérales. C'est aussi l'État qui ne veut pas perdre la main face. Alors là, quand je dis l'État, c'est, si vous préférez, le gouvernement. C'est le gouvernement, par son Sénat et ses autres formes encore, qui ne veut pas perdre la main sur les États, puisque là on est aux États-Unis et que certains États sont libres des fois des lois qu'ils mettent en place, des assouplissements pour créer de l'emploi, apporter également des infrastructures. Des fois, ils pourraient être un peu plus cléments. Là, c'est l'État qui essaye de ne pas perdre la main, donc le gouvernement sur ses États et surtout sur le privé.
Le privé qui, aujourd'hui, a la capacité de créer des fiches, des feuillets, du renseignement, avec les points de faiblesse, les manières d'aborder telle personne politique, tel parti encore, pour leur faire adopter un projet beaucoup plus privé avec des ambitions bien plus grandes qu'une localité ou encore qu'un pays. Là, l'objectif, c'est le monde. Et donc c'est pour ça que le fédéral se saisit de l'affaire et veut que tout passe par eux, par leur obligation fédérale. Et donc laisser le débat ouvert, comme l'affirme Jay Obernolt, je le cite, nous publions ce projet afin de recueillir les avis des parties prenantes, des experts et du public et de renforcer le texte avant son dépôt officiel. Enfin, Anthropique ajoute son grain de sable, nous l'avons vu précédemment, un acteur bien connu, d'IA dite de pointe, qui devrait établir une méthode coordonnée et vérifiable pour ralentir ou suspendre temporairement le développement si les systèmes avancés commencent à s'améliorer plus vite que la société ne peut en gérer les risques. Enfin, des vives critiques émanent. Il souligne également que le projet est fortement centré sur les risques liés aux modèles les plus avancés, alors que de nombreuses préoccupations actuelles, la discrimination, l'algorithmique, les fraudes, l'emploi, le logement, la protection des consommateurs, restent relativement peu traitées, selon l'Organisation de défense des consommateurs publics Citizen. Après, ça poursuit, je vous propose d'aller à cet article-là. Trump d'y réfléchir à une entrée de l'État au capital d'entreprises de l'IA. À bord du Air Force One, Donald Trump, interrogé sur une possible entrée de l'État au capital de grandes entreprises de l'intelligence artificielle, a confirmé vendredi réfléchir à un partenariat, indiquant qu'une réunion prochaine était prévue avec les grands noms du secteur. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Cela devient presque un partenariat avec le peuple américain et nous y réfléchissons, a dit le président américain pendant un échange avec la presse à bord de son avion, en indiquant que l'objectif était que, je le cite, les Américains puissent profiter du succès de l'IA. Fin de citation. Donald Trump a dit qu'il rencontrerait rapidement les grands patrons du secteur en déclarant « Ils vont tous venir à la Maison-Blanche, probablement la semaine prochaine. » Fin de citation. Selon le site d'information Notus, des discussions ont eu lieu entre des responsables de l'administration Trump, des grandes entreprises, qui pourraient céder volontairement des participations à l'État. L'idée est en particulier poussée par le patron d'OpenAI, Sam Altman, selon Notus, qui évoque de possibles versements de dividendes directement aux ménages américains. Le sujet vient sur la table au moment où OpenAI, ainsi qu'Anthropic, les deux géants du secteur, préparent leur introduction en bourse. Et c'est fortifier leur position en indiquant que ce qu'ils ont mis en œuvre est plus que encore ce qu'ils pouvaient attendre de la technologie et de leurs professionnels engagés à améliorer les algos. Là, ils laissent entendre qu'il y a une crainte que ça peut s'échapper pour faire monter l'ambition sur les marchés, les investissements, et en même temps dire que cette réussite sera collective par la redistribution si l'État investit avec des subventions pour les Américains. Et tout est un jeu aussi de présentation, de storytelling qui s'accompagne et de marketing autour de ceci, puisqu'il faut bien relancer le dollar en question. Enfin après, d'autres choses sont abordées sur les semi-conducteurs, processeurs Intel, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va voir aujourd'hui. Bulle ou pas bulle? Est-ce que l'IA est une locomotive de l'économie américaine ou au contraire, est-ce que ce n'est qu'un wagon, hein? C'est la question. En tout cas, pour le moment, c'est présenté comme une locomotive de l'économie américaine qui ne fonctionne comme aucune autre auparavant. Alors que les investisseurs rêvent de SpaceX, d'OpenAI et des 1000 milliards de dollars promis par l'IA, un autre phénomène prend forme, une concentration historique de la richesse, de la croissance et des paris boursiers. Comme souvent dans l'histoire financière, le danger pourrait venir précisément de ce qui paraît aujourd'hui irrésistible. Les investisseurs scrutent chaque année, chaque avancée, même autant pour moi, de l'intelligence artificielle comme les astronomes observent une nouvelle étoile. Chaque semaine apporte son lot d'annonces spectaculaires, de records boursiers, de valorisations toujours plus élevées. Pourtant,
un risque majeur demeure, largement ignoré, celui de la concentration extrême des espoirs de croissance sur un nombre de plus en plus réduit d'entreprises. L'arrivée annoncée en bourse de SpaceX, d'OpenAI, illustre parfaitement cette situation. À elles seules, ces deux sociétés pourraient représenter plusieurs milliers de milliards de dollars de valorisation. Même si les montants effectivement levés lors de leur introduction en bourse seraient bien inférieurs, leur poids symbolique serait considérable. Le marché voit dans ces entreprises des futurs champions de l'économie mondiale. Peut-être a-t-il raison, mais l'histoire financière enseigne que les périodes de grandes révolutions technologiques s'accompagnent presque toujours d'excès spéculatifs. Le Financial Times soulignait récemment un paradoxe rarement évoqué. Une part croissante de la performance économique américaine repose désormais sur un nombre très limité d'entreprises liées à l'IA. Fabricants de semi-conducteurs, géants du cloud, opérateurs de centres de données, tous sont entre les mains de petits groupes. Les bénéfices, les investissements et la hausse des marchés se concentrent entre quelques mains, donnant parfois l'illusion d'une prospérité plus large qu'elle ne l'est réellement. Enfin, d'autres questions émanent sur ces richesses, sur les promesses et autres. Ce 6 juin, toujours au sujet de l'IA, SpaceX signe un méga contrat pour fournir de la puissance de calcul à Google. Ça devient le premier fournisseur de puissance de calcul pour Google. Un méga contrat signé ce vendredi 5 juin entre les deux géants américains. Google paiera 920 millions de dollars par mois pour louer des puces électroniques ultra puissantes détenues par l'entreprise d'Elon Musk. Et on peut prospecter que ceci ira dans l'espace, directement dans les satellites, et qu'il n'y aura plus une zone blanche sur Terre, et surtout qu'en temps réel, il y aura des calculs en qubits, si je puis dire, dans la mesure limite quantique de la chose, tellement il y a d'infos à gérer, à classer, à illustrer, à encore étiqueter, si vous voyez ce que je veux dire. Ces puces électroniques GPU, donc il y a les GPU et les CPU, deux choses distinctes. À la base, ça travaille sur du CPU, il me semble, et puis le GPU qui était lié au graphique, aux cartes graphiques. Et comme ça, on avait des fermes qui faisaient de la cryptographie et autres, où ce marché en question des cryptos a été une... comment je peux expliquer ça ? Et le peer-to-peer d'ordinateur à ordinateur, de blocs de chaîne, de renseignements, je pense que tout le public, et y compris moi, n'avions pas compris, et pour bon nombre n'ont pas encore compris, de quoi ça relevait quand, dans la société, des gens se pensaient intelligents en achetant, comme je vous disais, tout un tas de processeurs, de cartes graphiques, pour faire du minage. Qu'est-ce qui minait véritablement en termes d'information ? Seulement du token et des transactions, n'y a-t-il pas autre chose derrière ? Comme dans le film Terminator, où à un moment il est dit débrancher le cerveau d'acier, la machine, en fait, elle est maintenant dans une forme de cloud, elle est dans le nuage. Si elle n'est pas dans un PC, elle se redirige vers un autre. Si son opération n'est pas accessible à cet endroit, elle a encore une fois une autre branche. Comme ça, toujours une connexion dans la connexion. Et bien là, il en est de même avec ces GPU fabriqués par le géant américain Nvidia, et SpaceX, autant pour moi, en détient des centaines de milliers dans ses centres de données. Ce sont des puces qui permettent d'entraîner les modèles d'IA comme Grok, lancé par Elon Musk, ou Gemini, développé par Google. En pleine pénurie mondiale de ces puces, GPU, Nvidia, Elon Musk peut se permettre d'en louer à certains concurrents. Pour Olivier Lascar, journaliste et auteur du livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, Musk a sans doute eu le nez creux, comme d'habitude, et un temps d'avance sur les compétiteurs. Il s'est fait des stocks de ces technologies, de ce matériel, pour après pouvoir en faire une location. Il loue ses services pour que les autres gardent la main dans les secteurs de développement.
Il a fait une réserve de puces GPU Nvidia suffisante pour équiper ses propres superordinateurs de SpaceX et il se trouve avec une puissance de calcul suffisante qui lui permet de louer un temps de travail à d'autres prestataires qu'il va falloir choisir plutôt auprès de ses amis, entre guillemets. On est sûr qu'il ne va pas louer ça à Bezos ou à l'Open AI de Sam Altman, qui sont des concurrents qui le détestent cordialement. Même Google, qui possède l'une des plus grandes infrastructures numériques du monde, manque aujourd'hui de puces de calcul. Il lui en coûtera donc 11 milliards de dollars par an, encore un coût financier pour SpaceX, à quelques jours de son entrée en bourse, qui s'annonce comme la plus importante de l'histoire. L'entreprise vise une levée d'environ 75 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1750 milliards de dollars. Le pape a alerté, des écologistes se sont déjà mis sur le sujet depuis des années, l'IA consomme de l'énergie et également pollue, mais aussi nécessite beaucoup d'eau pour refroidir ses circuits. L'Europe contre-attaque pour protéger son réseau électrique. Les data centers deviennent un véritable sujet industriel et pour cause, leur consommation d'énergie a explosé avec la multiplication de projets destinés à l'IA générative. Pour éviter de menacer son réseau, l'Europe va encadrer l'infrastructure en place et les projets à venir. Chaque requête envoyée à un chatbot met en marche, quelque part, un data center, donc un lieu où les données, les informations sont stockées, pour pouvoir après établir du calcul et donner un résultat à une requête, à une question, encore à une demande de création d'images, autre encore. Et ça engloutit de l'électricité. Multipliée par des milliards de demandes, l'addition pèse désormais sur des réseaux européens déjà sous tension la plupart de l'année. Pour éviter la rupture, la Commission européenne vient de publier une feuille de route qui fait du lissage de la demande l'un de ses leviers face à l'IA. Et ce qui est spectaculaire sur ces sujets, on peut le comprendre très facilement, ça fait des années qu'on nous alerte sur le réchauffement climatique, sur les pénuries d'eau, le problème encore d'approvisionnement en électricité où il faut du photovoltaïque, du verre, des réseaux Linky, de la connexion pour une meilleure redistribution, et où le consommateur est pénalisé, c'est-à-dire que tout lui est accessible de façon plus chère, le quota carbone est proposé. D'un autre côté, il ne peut pas remplir sa piscine, ou encore il y a des pénuries d'eau à certains endroits, même en France. Alors qu'on en exporte des fois contre du pétrole à des Saoudiens et des Émiratis. Et cette même eau aussi, que ce soit chez nous et ailleurs, des fois de l'eau douce, sert à refroidir donc soit le nucléaire, ou encore, si ce n'est pas le nucléaire et ses centrales, c'est les centrales des data centers. C'est dingue. Mais on va nous faire culpabiliser sur toute autre chose, l'utilisation de la voiture, le fait de manger de la viande et encore de partir en voyage de temps en temps. Alors qu'il y a un autre sujet de fond qui n'est pas abordé, puisqu'ils ont besoin du collectif, de l'intelligence de tout un chacun à établir des processus, à diriger les mots-clés, les questionnements, les corrections quand le résultat n'est pas bon. C'était comme le reCAPTCHA. Prouvez à l'informatique que vous n'êtes pas un robot. Quoi? Moi, humain, je dois prouver à un être artificiel, à un tas de ferraille électronique, que je suis encore biologique, que j'ai mon intelligence, ma personnalité et autres. On a inversé les valeurs. Et en faisant ce système-là de sécurisation pour éviter que les sites soient submergés de bots, de connexions qui viendraient à faire planter les serveurs, on a aussi permis, donc de notre intelligence collective, à entraîner l'IA pour lire des textes, reconnaître sur des photos des passages piétons, des voitures, des cheminées et d'autres choses encore. On a donc nourri la bête, et à l'heure actuelle, ceux qui usent de l'IA pour une multitude de questions, synthétiser des sujets, en arriver à obtenir des exposés et encore à s'amuser pour le divertissement, ne font que l'alimenter par leurs requêtes. Alors poursuivons la suite. Pourquoi le réseau européen sature-t-il ? La consommation des centres de données devrait plus que doubler avec l'essor de l'IA et certaines régions saturent déjà. Autour de Francfort, Londres, Amsterdam, les marges de capacité du réseau fondent à vue d'œil.
Ouais. Et ce qui est dingue sur ce sujet, c'est que moi j'ai travaillé par exemple dans l'immobilier, si je puis dire, service comme ça aux locataires et autres aussi. Et on nous laissait entendre que maintenant il fallait plus rédiger par nous-mêmes les lettres de réponse ou encore comme ça les mails pour essayer de solutionner les problèmes rencontrés. Non. Euh, Aux locataires ou aux propriétaires, peu importe, il fallait maintenant anonymiser sa demande pour obtenir une réponse globale ou après on personnalise juste le nom de la personne, son lieu de résidence et encore deux, trois infos comme ça. Donc c'est du forcing dans les entreprises euh, qui tue en même temps l'utilité à la tâche, trouver dans son métier euh, du convenable, un minimum d'intérêt pour être présent chaque jour, ou en fait non, on abrutit les gens comme ça, ils ont plus de temps de pause parce que l'IA, tac, elle leur fait un travail en 2 minutes alors que ça nécessitait peut-être 10 minutes, le temps de réfléchir, de se pencher sur le dossier, etc. Et là, comme ça leur permet après d'être plus sur les réseaux, le téléphone, euh, ou au contraire d'être dans une productivité améliorée avec moins d'employés, encore du rendement. C'est catastrophique. Et on en oublie derrière donc toute la consommation, la destruction ou autre. Je vous laisserai prendre connaissance de ceci, passons à la suite. Les Nations Unies alertent, ils estiment que l'IA devrait faire doubler la consommation d'énergie et d'eau des centres de données d'ici 2030, menaçant les ressources naturelles de milliards de personnes, alors que les géants de l'IA s'apprêtent à entrer en bourse pour financer leurs investissements colossaux. Les systèmes de refroidissement, d'après le rapport en 2025, ces centres de données ont consommé 4 500 milliards de litres d'eau, soit suffisamment pour répondre aux besoins de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne ou dans le monde même. Voyez. Mais bon, c'est c'est- c'est les Nations Unies, il faut toujours les Africains, surtout noirs d'ailleurs, hein, les pauvres victimes de l'univers que l'on doit placer dans la propagande, comme le pape d'ailleurs nous place aussi ces victimes réfugiées, immigrées, minoritaires, ce que vous voulez, mais jamais ils pensent aux blancs, aux autochtones, aux européens, aux occidentaux. Enfin, c'est un autre sujet, mais ça peut mettre en colère aussi. Selon ces auteurs, la consommation d'eau douce imputable à l'IA et au centre de données pourra atteindre entre 4,2 et 6,6 milliards de mètres cubes par an d'ici à 2027. C'est gigantesque. Le débat public considère encore souvent l'IA comme un logiciel, mais l'IA, ce sont aussi des centres de données, des réseaux de transmission, une production d'électricité et des systèmes de refroidissement, a déclaré Kaveh Madani, directeur de l'Institut et principal auteur du rapport. Donc après, il y a des requêtes qui pèsent sur la conso, on l'a vu. La génération de vidéos, crise environnementale également. ChatGPT traite à lui seul environ 2,5 milliards de requêtes par jour, ce qui correspond à environ 383 gigawattheures d'électricité par an pour un seul produit, note le document qui évoque également une crise environnementale émergente au sujet de la génération de vidéos. Une empreinte carbone mal évaluée, bien évidemment, il faut aussi y jouer de ça, alors que le carbone est à l'origine de la vie et lorsqu'il y a suffisamment de végétaux, ça se transforme en oxygène, ce qui est donc bon pour l'humain, bon pour la planète. Mais enfin, il y a une feuille de route pour la durabilité et l'équité. En misant sur un monde où l'IA serait entre de bonnes mains, Léon XIV fait preuve d'une confiance excessive envers nos dirigeants. L'encyclique du pape Léon XIV sur l'IA, Magnifica Humanitas, s'inscrit malgré sa portée critique dans une longue tradition technophile de l'Église, juge l'universitaire Patrick Chastenay, au risque, selon lui, de ne pas assez prendre en compte, autant pour moi, la menace existentielle que représente l'IA. Bon, la plupart des derniers articles sur l'IA sont tous payants. Je me les procurais d'une autre manière et je n'ai pas à payer pour des médias comme Le Figaro ou autres encore qui sont subventionnés. Enfin, j'ai réussi à vous caster ma tablette. C'était une galère parce que j'essayais de trouver une application et à chaque fois ça me renvoyait sur comment dirais-je,
euh, des trucs pour partager mon PC à la tablette, mais pas l'inverse. Enfin, ce qui compte, c'est la réussite. Et nous en étions à peu près 58% de sa lettre, ce qui faisait, je crois, une soixantaine, 70 pages à peu près. Alors attendez, hop, que je vous centre ça, et on va lire la suite. Je vous demande un instant, pendant que je bois, vous avez cette possibilité, ce n'est pas une obligation, mais de liker, de partager à nouveau pour me donner ne serait-ce un peu de visibilité. Pas grand-chose, mais toujours ça. Et commentez. Dites-moi déjà la manière de lire les choses. Est-ce que c'est plutôt entendable? Mes agrémentations avec ces ajouts, est-ce que c'est plutôt cool? Ça vous amène aussi des pistes à élucider, à étudier? Dites-moi un peu. Faites-moi un retour. Moi, je vous partage beaucoup, mais normalement, ça doit pas être dans un seul sens. Soyez actifs. La recherche de la vérité est un élément essentiel de la démocratie, qui est elle-même un instrument de participation au bien commun. Lorsque la question de savoir ce qui est vrai perd de son intérêt et qu'un pragmatisme se répand, se contentant de ce qui semble utile ou efficace, la vie démocratique s'affaiblit. En effet, celle-ci ne se nourrit pas seulement de règles et de procédures, mais avant tout d'un rapport loyal aux faits et d'une réelle orientation vers le bien des personnes et de la société. Le désintérêt pour la vérité conduit lentement mais inexorablement à glisser vers le totalitarisme, pour lequel, comme l'a écrit la philosophe Hannah Arendt, les sujets idéaux ne sont pas tant ceux qui sont idéologiquement convaincus, mais, je cite, les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les normes de la pensée, n'existe plus. Ces personnes ne font plus l'effort intellectuel, même avec leur petite capacité des fois, à essayer de se dire est-ce qu'il y a un piège dans l'info? Pourquoi on me la présente de cette manière? Les mots employés ont leur sens. Est-ce de la propagande? Y a-t-il un intérêt financier derrière? Est-ce que des politiques veulent mieux nous contrôler encore? Qu'en est-il de la vérité? Et ça nécessite des ressources, de l'énergie. C'est pourquoi ceux qui contrôlent les plateformes numériques et les moyens de communication ont une capacité remarquable pour influencer l'imaginaire collectif et présenter comme désirable une certaine vision de la réalité. En enfermant les personnes dans des bulles algorithmiques avec des relations par rapport à leurs recherches, là où ils ont passé le plus de temps, sur une page, sur un passage, un article, lorsqu'ils s'expriment, par écrit ou en vocal ou encore en vidéo, leur mimique, leur habitude, le langage, les mots-clés qui en ressortent, les constructions, et est-ce que ces personnes s'émancipent ou est-ce qu'on peut les diriger? Si ça n'a pas fonctionné avec les premières propositions, pas de souci. Ils seront orientés encore vers d'autres pour rester dans des sphères inférieures. C'est-à-dire, dans la hiérarchisation, ils n'arriveront pas à comprendre l'aboutissement du tout. Et, et l'imaginaire sera limité. Pourtant, ils se penseront certains éveillés, émancipés, à deux doigts de quitter tout un système, en lutte totale contre ce qui est mauvais ou autre, alors qu'ils alimentent la machine. C'est un pouvoir qui doit être constamment éclairé par la recherche de la vérité et le respect de la dignité humaine afin que la culture qui se développe sur Internet ne devienne pas un instrument de distraction excessive, d'uniformisation et de domination, mais un espace où puisse s'épanouir la liberté intérieure et la pensée critique. Le pape émet cette liberté d'expression. Mais en même temps, c'est aussi ces mêmes orateurs, ces mêmes représentants qui demandent à ce qu'il n'y ait pas trop de haine, éviter la violence, où le monde doit être béni, oui, oui, le respect, la paix, tous frères dans l'humanité, ce que vous voulez. Donc dès lors, ça nécessite un contrôle sur les messages véhiculés.
Et ça peut par exemple être, lors d'une pandémie, il faut pas trop critiquer la science, ou encore les zones un peu floues, quant, à des nouveaux médicaments ou des thérapies. Parce que il faut penser plutôt au collectif et on verra un peu plus tard si jamais des groupes pharmaceutiques, des entreprises, des spéculateurs encore sont coupables de crimes, de délits et je ne sais quoi. C'est là le double discours que je n'apprécie pas du tout, ou que ce soit le pape et d'autres, je n'ai pas de souci à donner mon ressenti, l'analyse, parce que encore une fois, c'est la quête de vérité. Peut-être qu'ils font partie de ça, de cette recherche du véridique, mais ils l'entravent à d'autres moments. Donc, Internet, c'est le problème de l'uniformisation, le conformisme. Solomon H. Tu vois le bâton plus petit que l'autre? Non, attention, parce que tu vas te manger un coup de bâton. Et là, comme Pavlov, ça sera soit la bouffe, soit la violence, mais un des deux aura gain de cause de ta personne. Donc tu seras sous domination, soumis, parce que sinon tu passeras en justice, ou encore tu seras mal vu. Les gens, par leur bien-pensance, te diront que non, là c'est le mal, c'est le mauvais ce que tu propages. Donc le cordon sanitaire, comme en Belgique. Tiou. Et tu es bâillonné. C'est pour ça que le pape fait des erreurs à certains moments, mais on les soulève. Même les communautés chrétiennes doivent s'engager à communiquer de manière transparente et à chercher fidèlement les faits. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas. Nous avons assisté avec honte à la pénible découverte de vérités douloureuses concernant également des membres de l'Église et des réalités ecclésiales. Nomme les choses, monsieur Léon XIV, ayant pour titre pape, nommez les choses s'il vous plaît. On a appris qu'il y avait de la pédocriminalité. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments d'égarement où des bains publics étaient interdits parce qu'on pensait que l'eau véhiculait immédiatement la maladie et autres. Il y a eu des erreurs de choix. Et on peut encore en lister bon nombre. Mettons directement les mots, les événements, et c'est pas un souci. On voit que l'Église sait avancer. Euh, Prendre son destin en main. Se critiquer pour mieux pas être là dans une doxa, on a été parfait. Non. Oui, on a été guidé par le parfait, par Jésus-Christ. Mais nous avons nos actions d'hommes, de pécheurs, à des moments d'égarement ou non, et revenons au vrai. Et ce qu'a fait Léon XIV, c'est bien aussi. Par exemple, quand il a affirmé qu'il faut cesser de croire, là pour le religieux, en la Vierge Marie qui serait rédemptrice ou encore en intercesseur par rapport au Christ. Non, les écrits disent nul ne vient au Père que par moi, à savoir Jésus-Christ. Donc pas besoin de la Vierge Marie ou d'un saint à côté, il n'y a pas. Ces intercesseurs, pourquoi pas, peuvent des fois agir ou porter un message en votre faveur comme des anges, mais cependant ne les priez pas en premier. Allez d'abord vers Dieu, vers le Fils, et une fois que vous avez trouvé ces chemins-là, en complémentarité, vous avez la Vierge Marie, si vous voulez, mais il n'y a pas normalement la doctrine mariale comme c'est le cas à la rue du Bac ou encore en France, en dehors de Paris, donc de cette rue du Bac, à Lourdes et ailleurs. Ça, c'est un souci. Poursuivons avec la lettre. À une époque où la vérité est souvent soumise aux intérêts et aux stratégies de communication, le monde de l'éducation revêt une importance cruciale, mais les transformations technologiques rapides mettent en évidence notre manque de préparation sur le plan éducatif. L'omniprésence des médias numériques engendre une culture de l'immédiateté et de l'hyperstimulation, qui alimente la fatigue, l'ennui et l'apathie face à l'effort nécessaire pour rechercher la vérité. C'est-à-dire des consommateurs qui vont dire oui, mais je sais que tout ça n'est pas totalement vrai, il y a du divertissement, on place un produit, on essaye encore de m'emmener à de l'événementiel, à de la distraction. Mais flemme de passer à autre chose parce que j'ai déjà ma journée de travail, j'ai mes ennuis dans la vie, mes problèmes de santé ou autre. Donc il y a un échappatoire dans malheureusement cette hyperstimulation. Et le problème, c'est comme l'avait écrit Bruno, et à chaque fois j'oublie son nom de famille, la civilisation du poisson rouge.
C'est que l'attention a diminué. Et dès lors, même le poisson rouge qui ferait le tour de son bocal deviendra plus efficient à force. La mémoire est en train de s'effriter. Et l'agissement, le fait d'être en mouvement, pour faire l'effort, à la sueur de son front ou euh, au nœud dans le cerveau, c'est-à-dire avoir retourné une situation de plein d'angles, de différentes manières, pour essayer de s'éclaircir l'accès à l'objet de l'étude, donc du symbole au symbolisme, après, à cette forme d'histoire, de réalité. Et ça, c'est un problème. Les gens ne sont plus à la recherche de la vérité. Ils prennent, pour argent comptant, tout ce qui est dit. Et ceux même, des fois, qui veulent prendre du recul, à savoir sur les médias, la radio, la télé, et encore d'autres médiums comme ça, ils se rapprochent après de soi-disant 10 heures de bonne aventure. Hein. Les Q, les Anonymous, euh, les gens qui dénoncent les satanistes, les autres encore sur les pistes de l'ésotérisme, avec la vérité cachée, le chakra, le livre encore interdit, non canonisé, qui ramenait à ces géants, à ces civilisations perdues, la société théosophique, entre autres. La question est fondamentale car toute technologie éduque ceux qui l'utilisent. Éduquer à l'utilisation de l'IA implique donc d'éduquer à décider quand et pourquoi ne pas l'utiliser. Comme l'écrit Platon, alors attendez parce que là vous l'avez pas en intégralité, les choses les plus profondes et les plus importantes ne s'apprennent qu'après beaucoup de temps et d'efforts en s'engageant dans la discussion avec les autres pour frotter les concepts et les expériences comme s'il s'agissait de silex, jusqu'à ce que jaillisse en nous l'étincelle de la compréhension. Et de là le feu, la purification du bon, du mauvais, du papier, on va dire, qui était imbibé d'une mauvaise essence, lui partira en fumée, versus l'autre qui durera dans le temps, et qui sera de la bonne conception, qui résistera, ou au contraire, comme de l'encens, il parfumera l'intérieur, il parfumera nos échanges, il fera en sorte que l'odeur soit agréable. Si je ramène à ça, c'est parce que dans la religion chrétienne, celui qui porte les bons cantiques, les bons chants, les bons proverbes et autres, eh ben, ils sont dans la coupe devant Dieu et ils offrent cette odeur en question à Dieu, qui en apprécie la texture et plus encore. Eh bien, ça, avant même la lettre du pape, je l'ai exercé dès mon plus jeune âge. Lorsque j'étais avec David Dadabens, avec El Professeur Pom Pom, Alix Sator, même s'il y a des gens avec qui je me suis séparé, mal entendu, d'Éric Pérou encore que j'ai pu côtoyer, et d'autres, même à l'heure actuelle, Los Locos, d'autres encore, comme ça que je pourrais reprendre et vous repartager les extraits. J'ai toujours été de ma liberté et des fois de revenir en arrière pour me dire ah, il a dit des choses intéressantes, il a des chemins de réflexion que je n'avais pas encore abordés sous ces angles de questionnement, pourquoi pas? Ça complète. Ou au contraire, ah là non, je suis en totale opposition et je n'hésite pas à argumenter dans le sens, à porter donc pour essayer de convaincre. Et c'est ça qui fait que là, on frotte vraiment la matière de nos esprits. Et qu'on aboutit des fois à faire un petit pas vers l'autre, ou inversement, à bien positionner sa défense, sa structure, d'être comme ça dans la certitude ou non. Mais c'est ce qu'appelle le pape, parce que c'est ça la recherche de vérité. Et non ce qu'on a vu par la suite, même des loups divergents que j'ai côtoyés ou autres, qui sont restés dans un entre-soi, ou pour du marketing, faire un peu de cagnotage, ça s'est rapproché des Jim l'éveilleur, d'autres escrocs encore, de Ragnarok pour certains. Et bref, je peux comme ça vous tirer toute une liste de gens qui après ont dit ouais, moi j'ai toujours raison, personne ne peut me contredire. Bah évidemment, parce que dans votre arrogance et dans votre mépris de celui qui a une vision différente, bah, vous êtes venu à le bannir. Ou à le tourner en ridicule en disant c'est un petit slip, ah il est trop jeune, il n'a pas mon niveau. Vous êtes pris d'orgueil. Pourquoi? Pour au final tourner en rond, reprendre ce qui existait déjà,
Et maintenant, et c'est le cas de Loup Divergent, j'ai vu ça récemment, critiquer Chronique Humaine, en reprenant un peu un axe que j'avais mis sur le devant de la table, quant à la stupidité du QAnon, de voir les Q partout, d'avoir ce Maximus de Clément connecté en réalité à de la franc-maçonnerie, mais qui veut défendre de la FM, dénoncer plutôt autant pour moi de la FM, mais où il arrive avec tous les concepts de la FM, et entre autres son alliance, comment il appelait ça? L'alliance... ah, j'ai plus le nom, mais de la plume et de l'épée qui se croisaient sous un fond vert, sous-entendu l'islam, la chrétienté, nous allons arriver maintenant à cette union parce que nous sommes frères de religion. Ça, c'était du syncrétisme, du danger. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans les loges maçonniques, où ils vous disent, venez sur le support biblique, mais que vous soyez juif, chrétien ou musulman, nous aurons seulement le grand architecte au-dessus, et nous serons en bâtisseurs, en, en travailleurs comme ça, pour essayer dans les loges d'obtenir de la matière à émettre après à l'extérieur. Et donc comment faire du profane un initié? Eh bien en lui parlant d'abord de rites, de codes, d'ésotérisme, de symboles, et petit à petit d'une vérité cachée à découvrir, et ce que vous voulez. Et donner un mode de pensée, une sorte de méthode pour faire partie de leur école, sans que les gens s'en rendent compte. Et capable des fois de désinformer et de se foutre, par exemple pour Loup Divergent, de désinformer sur le nombre d'enlèvements d'enfants, juste pour créer comme ça des chiffres chocs et avoir toujours plus de public, ou encore à exagérer sur des hécatombes à la suite de vaccins, ou à se mettre dans des branches, de crier à ça y est, il y a un crack boursier, c'est pour demain. Sans justificatif, sans lecture, sans ouvrage ou interview de spécialistes, ils sont sur tous les secteurs, y compris sur la religion. Quand ils invitent comme ça pour ken des meufs, ou pour en tout cas se donner une image auprès de certaines femmes, hein, on pense à Gabrielle entre autres, où ça parle de, comment, c'est pas, de synchronicité, bref, de conneries comme ça, parce que ça fait du public. Ou Gaïa Termer. Et quand c'est pas ça, c'est Divock Dibouk, parce qu'il y a aussi les démons. Oh, et dans le nom du coco, il y a un démon, et puis ça renvoie à telle mythologie. Oh, c'est encore les juifs. Ouais, voilà où ils en sont arrivés. Et il y en a un, enfin il y en a plusieurs même que j'ai critiqués. Ah bah ils sont sortis. Regardez Alix Sator avec, fut un temps, ces délires où il suivait Nenki sans avoir saisi en réalité qui était le personnage, et donc qui était à fond dans ces désinfos, et il vous parlait de traîner dans le ciel, et comme une traînée, il se faisait prostituer sur les mauvaises idées, hein, si je joue aussi sur ça un peu de jeu de langage, et, euh, et il vous disait, oui, il y a des morceaux de bébé, oui, encore, il y a telle molécule pour nous endormir, la population. Et il était tout fou, et à chaque fois, il lançait sa caméra, il délirait. Et quand c'était pas sur ça, c'était, oui, Claire Sévrac, je l'ai côtoyée, c'était une grande amie. Il la connaissait même pas. Et en plus de ça, il faisait l'éloge de ses livres. Donc là, je parle d'Alixator, de cette Claire Sévrac. Et puis moi, en grandissant, je me suis procuré, et j'ai fait de la lecture, et j'ai été vérifier les sources. Et il y a plein de choses où ça a amené à des articles de blog. Et en fait, les blogs, lorsque vous recherchiez la ressource, elle n'existait pas en dehors de leur propre plateforme. Et qui mettait ça en avant? Contre-culture, avec Alain Soral, qui émane du communisme, qui, soi-disant se présentant chrétien, mettant la bouche et les fesses pour les musulmans, et où ils mêlent leur eschatologie à celle chrétienne, alors que ça n'a strictement rien à voir, elles s'opposent. Mais pour à nouveau faire le syncrétisme, mélanger ce qui n'avait pas à être mélangé. Et l'universalisme de la stupidité ambiante, comme je vous le relève depuis, je sais pas, peut-être quasiment un an, au nom de l'intolérance, et bien finalement, on ne peut plus s'exprimer et être soi. Et jouer des fois même à créer des réactions chez les gens pour qu'il y ait une forme de violence, non pas envers le sionisme en tant que tel, et à bien le décrire, ou encore auprès d'un parti politique et donc de son programme, mais à se réduire à un groupe d'humains, et donc de facto à le juif.
Et ça a servi après de la victimisation, la mise en place d'associations, du Rudi Reichstadt, entre autres, du Conspiracy Watch, financé à la suite des attentats de Samuel Paty par des fonds Marianne et d'autres subventions encore, pour après nous pondre des articles sur ce qui est bien, pas bien, vrai, faux, alors que les mecs, ils n'y connaissent rien. Et je les ai repris, corrigés. Et certains m'ont entendu les critiques. C'est là où mon silex a frappé leur pierre, a frappé finalement leur propre silex aussi, qui avait aucune forme, là, qui partait comme ça, et ils commençaient à s'effriter. Je leur ai redonné un peu de tranchant pour qu'ils aient un esprit vif. Et il y en a, ils se sont rattrapés maintenant, ça parle plus du tout de complot. Il y en a d'autres où il y a un an de ça, c'était j'étais un haineux, jaloux, je ne sais quoi. Maintenant, ils critiquent les mêmes personnes. Ça va critiquer donc, comment il s'appelle là, le Jim Leveilleur. Ça va critiquer l'autre Chronique Humaine. euh, si c'est pas Chronique Humaine, c'est comment il s'appelle je crois que non, c'est pas Chronique Humaine, il y en a un autre encore là, avec ces Q qui avait même été à recevoir Francis Lalanne. Bref, on connaît maintenant le spectacle. À une époque, j'ai dénoncé Salim Laibi, j'en ai un qui est tombé sur moi, ouais, raciste, t'es un xénophobe, t'es un islamophobe, pour 2, 3 ans après reprendre à son compte finalement ce que j'avais exposé. Pareil sur l'autre là, comment il s'appelle, le dealer de tout Paris avec l'idée où il vous parle de pédocriminalité, mais sans souci. Dans ses bouquins, il vous met qu'il éventerait des gosses pour passer sa drogue, etc. Bref, des choses sordides. Et après, où ils vont à 7,77 € euh, un carnet comme ça pour les noms des criminels, des pédos, ce que vous voulez, et des gens qui payent. Ça, c'est pas la recherche de la vérité. C'est la tromperie généralisée parce que les gens ne font pas l'effort de voir qu'il y a un problème. Et pourtant, il est tellement gros. Mais non. Il y a de l'adoration, il y a du suivisme, encore une fois, de la conformité. Et dès lors que vous allez à contrario, et des fois, moi, ça a pu m'arriver avec un peu de véhémence, donc de la mauvaise forme, ils en ont pas compris le fond parce qu'ils ne voulaient pas rechercher la vérité et ils ne voulaient pas justement que ces silex en question là, ces coups que je mettais et ici à gauche et à droite et au centre puissent aboutir à faire jaillir un peu comme ça cette étincelle de la lumière. Non, préférez les ténèbres. Poursuivons la lettre du pape, mais je tenais à faire ce rappel pour dire que de ma part, je suis en intégrité. Si je cause de certains sujets, c'est que j'ai bossé dessus, il y a une fiabilité derrière, c'est pas seulement du propos, j'allume mon PC et le micro et c'est parti comme si j'allais faire une danse, les mots sortent. Non, certes, je peux vous emmener dans une mélodie, vous faire ou non vibrer, mais avant tout, avant tout, c'est surtout du partage d'infos et de la méthode, ce qui manque beaucoup. Et donc, la méthode, ça passe par beaucoup de lectures. Et voyez bien, c'est pas uniquement, comme certains disent, oui, dès que tu as une bibliothèque en arrière-plan, c'est pour donner un style, répondre à un manquement dans ce que tu as proposé et essayer de créditer, on va dire, dans la forme, ce que tu as à émettre. Non, les livres, ils sont annotés. Il y a moyen de les présenter. Je vous en ai, je sais pas combien, je vous en ai exposé peut-être au moins une centaine déjà en quelques années. Enfin, un peu de sérieux. Alors cette lettre, qu'inscrit-elle? Nous devons nous éduquer à jeûner de l'IA et protéger nos jeunes de la promesse de la machine parfaite, de cette séduction subtile qui fait paraître inutile la pensée humaine précisément au moment où elle est la plus nécessaire. Ces dernières années, la littérature psychologique et psychiatrique a mis en évidence avec une insistance croissante comment une exposition précoce et non encadrée aux appareils numériques et aux réseaux sociaux peut avoir des répercussions négatives sur le sommeil, l'attention, la régulation émotionnelle et la vie relationnelle, en particulier chez les plus jeunes, avec des conséquences parfois dramatiques. Des jeunes en compétition, en comparaison, ils se sentent mal, euh, moins beaux, moins performants, l'argent n'est pas au rendez-vous, les likes non plus, voire des fois des commentaires méchants. Et à ce moment-là, ils tombent dépressifs, suicidaires. Ça, c'est un des drames des réseaux sociaux.
pourtant interdit des fois aux moins de 14 ans et autres. Mais les parents inconscients et dans leur manquement à leur rôle et à leur exercice, du moment que le gamin est sur une tablette, un PC, ça leur laisse du temps pour flirter sur les applis de rencontre, pour tromper leur mari, ou encore pour aller forniquer à gauche et à droite, ou se faire des bars avec les copines, bref, des choses inutiles. À cela s'ajoute la facilité d'accès à des scènes violentes ou cruelles, qui blessent la sensibilité, à des contenus pornographiques et hypersexualisés, à des messages qui banalisent le corps et l'affectivité, ainsi qu'à des propositions qui normalisent des comportements à risque. Combien d'enfants ont été mis à mal à cause de prédateurs, de pervers, de criminels qui se sont fait passer pour des semblables des jeunes pour obtenir des photos, ou un moyen de pression pour les rencontrer en réel et les agresser encore à une étape suivante. Il y a- il existe énormément de strates sombres de cette société connectée, où en réalité tout est en informatique, donc c'est tracé, il y a les preuves ou autres, mais non. La police n'est pas là, le gouvernement ferme les yeux, parce que ça arrange aussi les politiques, les notables, les magistrats, et tout ce qui accompagne en fait ce système de l'hypersexualisation, de l'outrance de la pornographie, aussi pour détruire les peuples blancs, et dans cette pornographie, que l'homme se représente la femme comme une sorte de marchandise, que la femme elle-même ait maintenant ce rapport à la sexualité comme un loisir et non comme de la procréatique, où elle tente de reproduire des scènes, où elle essaye d'aller plus loin dans ses actions. En dehors de ça, la violence et les contenus, les films, les agressions, les coups de poing, les gens même qui sont carrément découpés. Il y en a certains, c'est du Daesh, où ça joue avec des têtes humaines à faire du football. Oui, ce sont des réalités. Les réseaux sociaux sont aussi des lieux de recrutement, donc des fois pour des contenus porno, pour mener du terrorisme, et encore d'autres branches désastreuses. En dehors de ça, alors attendez. Sur Internet, les phénomènes de détournement de mineurs, de chantage et d'exploitation sexuelle ne sont pas rares. Ils sont rendus plus insidieux par l'utilisation de faux profils, d'algorithmes qui amplifient des contacts dangereux et d'outils d'IA capables maintenant de manipuler des images et des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a même des prédateurs qui vont aller au contact et ajouter des mineurs ou ce que vous voulez. Ils vont reprendre leurs photos, les mettre dans des montages pour les mettre mal à l'aise et dire si tu ne me rencontres pas, si encore tu ne m'envoies pas ça, eh ben je diffuse à ton école, à ton lycée, à encore, je ne sais pas, ta famille, ce que vous voulez. Ça, c'est sordide. Il est difficile pour les parents de résister seuls au conditionnement des modèles économiques qui monétisent l'attention et le temps. Et parce que maintenant, il y a aussi les danses, le playback, une exposition à outrance pour essayer de faire du clic, de la réaction, et derrière obtenir un peu de monétisation, quelques centimes, des euros, ou des partenaires publicitaires. Les parents ont en effet le droit primordial et inaliénable de choisir le type d'instruction et de formation à donner à leur enfant, conformément à leurs convictions morales, culturelles et religieuses. Le monde scolaire aujourd'hui est confronté à des défis qui ne peuvent pas être reportés. Et autre chose, vous remarquez, les parents, conformément à leurs convictions morales. Il y en a un ou deux là sur internet qui me disaient la morale, la moraline, c'est de la merde, chacun a la sienne, c'est comme un trou de balle, ce qu'il en sort n'est que merdeux. Non, sans morale, malheureusement, bah, on se laisse les portes ouvertes à tout. Et on, on manque d'encadrement. Donc l'encadrement, il est pourquoi pas religieux, ça ce n'est pas une obligation, culturel, en général c'est un héritage que nous sommes amenés à amplifier, et moral, ça c'est au moins ce que chaque humain doit avoir en soi, la distinction du bien et du mal.
des valeurs. Donc quand il y en a qui commencent à me faire des reproches sur ça, je veux dire, à un moment, arrêtez-vous, surtout quand vous dépassez la cinquantaine et qu'un jeune de 28 ans, et à l'époque j'en avais peut-être 24 ou 23, vous remettez les, les épaules droites, la colonne vertébrale en droiture pour essayer de reprendre un peu de forme, au lieu de se laisser avachir dans les canapés et porter par le bidon poussé à l'avant. Face à ce risque, il convient toutefois de reconnaître et de soutenir la contribution de nombreuses œuvres éducatives catholiques qui, bien qu'étant des établissements privés, garantissent un accueil inclusif aux enfants et aux jeunes de toute origine, même lorsque la situation économique des familles ne le permet pas. Le troisième grand défi est d'ordre intellectuel et lié à la sagesse. Si nous ne faisons pas attention, un système éducatif dépourvu d'amour pour la vérité risque de voir le jour, dans lequel le flux incessant d'informations se substitue à la recherche, à la réflexion, au discernement. La surinformation crée la désinformation. L'exemple parfait, c'était Idrissa Berkane avec son livre Libérez votre cerveau, même si c'est pas non plus excellent en soi, mais il y a un moment, il comparait l'école à un buffet à volonté, avec les différentes matières qui existent, et où l'on conviait les enfants, ou du moins les apprentis, à table, et on leur disait, maintenant, voilà, soit vous mangez un peu, mais vous devrez payer la note, soit au contraire, vous entrez dans ces cours, et donc vous allez être glouton, vous devrez tout avaler, parce que c'est le cours de l'année, et il a été composé comme ça, et alors vous ressortirez avec la gratuité, et surtout le ventre plein, et d'avoir pu tout dévorer gratuitement. Et le délire, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans son exemple, ça tombe malade. Ça vient en vomir, ça veut quitter la table, mais la note est beaucoup trop chargée, et ça en tombe dans cette surconsommation où il n'en reste rien, parce que le corps rejette. Et là, il en est de même. C'est-à-dire que les cours, s'ils ne sont pas bien optimisés, vont laver le cerveau plus qu'autre chose. Et il n'y aura plus la recherche de construction, d'instruction, d'information, de vérité. La place à la réflexion, au discernement, sera effacée seulement pour engloutir ce qui est imposé. L'école n'est pas appelée à courir après la rapidité du monde numérique, mais à offrir ce que le numérique seul ne peut donner, du temps partagé pour apprendre et des relations de confiance. C'est pour ça que je vous connectais le livre d'Idrissa Berkane avec son concept de l'AT, et non pas ATHE, mais la/T, l'attention dans le temps, l'attention par le temps, où pour être professionnalisé, expert, être bon dans la maîtrise de son sujet ou d'une matière, il faut 5000 AT ou plus encore de ce qu'il exposait. Et là, c'est la même chose, le pape parle de cette école qui n'est pas amenée à être dans une course effrénée, mais au contraire, on n'est pas dans la rapidité, mais plutôt dans l'élaboration du durable. Créés à l'image du Créateur par nos œuvres, nous prolongeons les siennes, nous contribuons au progrès de la société et à la construction du bien commun. Nous mettons à profit les capacités reçues, nous améliorons et embellissons le monde, nous soutenons nos familles, nous entrons dans des relations de coopération et nous apprenons à construire ensemble, dans l'écoute et le dialogue, quelque chose que personne ne pourrait réaliser seul. C'est à nouveau le besoin du collectif. La grande famille humaine, sans être coco communiste ou coco du Covid avec ce sectarisme. Permettre à chacun de vivre dignement grâce à son travail. Ce que tu apportes à la société. Et ça, c'était une de mes critiques envers quelques diffuseurs de contenu qui se laissaient entendre comme étant « Mais moi, si j'existe pas, qui serait là pour vous informer, mais qui vous donnerait encore tout ce... comment il formulait ça ?
qui vous donnerait accès quelque part à la vérité. Bref, il se glorifiait, alors que ces types-là ne branlent rien pour la société et en revanche attendent toutes celles-ci, c'est-à-dire un revenu, un logement, de la bouffe, un magasin plein, des stations essence suffisamment remplies pour après mettre le carburant dans la voiture, une assurance en cas de pète, donc derrière, lorsqu'il y a un problème, un conseiller à contacter, donc des travailleurs, une chaîne humaine qui fait que on avance dans la société, on gagne en confort. Des fois, on se perd aussi, il faut le dire, mais c'est la progression d'ensemble qui permet d'ailleurs de faire des voyages, d'avoir ce qu'il faut en termes, encore une fois, de nutrition, d'apport dans l'assiette et autres. Donc faut pas voir le travail uniquement comme de l'esclavage. Ouais, on a quitté les chaînes pour être finalement hors des champs, mais à travailler comme des chiens pour des patrons. Oui, la redistribution n'est pas totalement juste, mais pour autant, on vit plutôt confortablement. Je dirais, le système de santé, encore une fois, la possibilité de s'acheter des fringues, de voyager, d'être avec un toit sur la tête, ça suffit pas de se plaindre pour dire oui, bon, il y a des sans-abri, etc. Il y a un autre problème sur le logement, c'est qu'on privilégie les migrants aux autochtones, mais si on en revenait à un modèle les autochtones d'abord, en fait, la vie est plutôt bonne en France et en Europe. Faut pas se leurrer. Saint Jean-Paul II a rappelé que le chômage est un mal grave qui, surtout lorsqu'il prend des proportions massives, peut devenir une véritable calamité sociale qui interpelle tout particulièrement la responsabilité de l'État. Le chômage de masse qui après conduit des gens à se dire « Ah mais le travail c'est de la merde », donc des pensées gauchistes, wokistes, destructrices. Et au bout du compte, le capitalisme c'est mal, mais on va quand même vivre du capital des autres, et on se mettra au RSA et à d'autres minima sociaux à peser finalement sur les derniers travailleurs essoufflés, et pour les autres remplacés et après par le revenu universel, avec l'obligation de montrer patte blanche au gouvernement pour obtenir, par les contrôles, un peu d'aide. Aujourd'hui, dans la 4e révolution industrielle, cette préoccupation s'accentue car l'innovation n'est souvent accueillie qu'en fonction de la réduction des coûts et de l'augmentation des profits. Il est certes souhaitable que la technologie soulage l'homme de certains travaux particulièrement pénibles, répétitifs ou dangereux et qu'elle apporte un soutien intelligent à l'activité humaine. Mais la règle générale doit rester la protection des emplois et du rôle irremplaçable de la personne. La recherche d'un profit plus élevé ne peut justifier des choix qui sacrifient systématiquement l'emploi, car la personne humaine est une fin et non un moyen, et l'ordre économique doit rester soumis à sa dignité et au bien commun. Les sociétés riches s'automatisent rapidement et de manière chaotique, réduisant le besoin de main-d'œuvre, ce qui engendre des zones de chômage et des frictions institutionnelles. Le travail reste une dimension fondamentale de l'expérience humaine, non pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un lieu d'expression, de relation et de contribution à la communauté. D'ailleurs, dans les régions du monde où le travail tend à diminuer ou à se transformer radicalement sous l'effet de processus technologiques et organisationnels qui échappent au contrôle démocratique, il est nécessaire de repenser le travail lui-même et sa relation avec la citoyenneté afin que l'absence d'emploi ne compromette pas la participation sociale. Deuxièmement, il est nécessaire que les politiques actives rendent accessible à tous la formation continue et les transitions professionnelles sans faire peser sur les individus l'intégralité du coût de l'adaptation aux transformations. Le marché du travail est l'un des domaines où les risques liés aux nouvelles technologies apparaissent le plus clairement. C'est pourquoi il faut rappeler que la liberté économique n'est pas absolue. Elle doit toujours être mesurée à l'aune du bien commun et à la dignité de chaque personne. Au lieu d'attendre les bénéfices d'une croissance qui éventuellement profitera aussi aux pauvres, il faut des choix qui rendent la croissance inclusive dès le départ. Les progrès scientifiques et technologiques, y compris dans le domaine médical, ne sont pas facilement accessibles à la grande majorité de la population, comme on l'a vu de manière dramatique lors de la récente pandémie de
quoi. Le pape n'a pas eu les évêques qui l'accompagnent, archevêques et autres, pour lui dire que lui qui dénonce les propagandes, les formules de certaines sociétés privées, de gens qui veulent gouverner, il n'est pas au courant qu'il y a eu énormément d'effets secondaires et que le taux d'efficacité promis 90% de protection était descendu rapidement à 70, puis 60, puis 40, et qu'il n'y avait aucune utilité pour les jeunes, parce qu'ils étaient très peu à risque. Quoi, le pape nous vend après le pro-immigration, la défense des minorités, sans jamais parler d'ailleurs du malheur des blancs, des autochtones, des chrétiens européens, ce que vous voulez, sans jamais citer ça. Il nous fait maintenant la propagande aussi, on a eu écologique, maintenant il nous fait le défenseur de ces sciences autour du coco. Intéressant. La justice passe aujourd'hui aussi par l'accès aux bienfaits de l'innovation, soins, connaissances, outils, opportunités. Tout d'abord, la transparence et la responsabilité lorsque les données et les algorithmes influencent, l'octroi de crédit, la sélection du personnel, l'accès aux services ou aux opportunités, il est nécessaire que les décisions soient compréhensibles, contestables et soumises à un contrôle afin que la personne ne soit pas réduite à un simple profil, je rajoute entre parenthèses, auquel on attribue des points et de sa note, on dit il est dans la certification de la confiance, on lui accorde un crédit. Ou encore, il n'a pas émis de mauvais propos, je sais pas moi, sur les étrangers, c'est bon. On lui accorde le droit d'entrer dans telle entreprise. Et ça ne va pas se définir sur ça. La famille est un bien social primordial, fondé sur l'union stable entre un homme et une femme. Elle est le premier milieu dans lequel chacun développe ses potentialités, prend conscience de sa dignité et apprend les premières formes de vérité et de bonté en intériorisant des habitudes qui préparent à la vie sociale. Première société naturelle dotée de droits originels, la famille est la cellule fondamentale et irremplaçable de toute organisation communautaire. Pour les jeunes, la précarité de l'emploi est particulièrement dramatique. Comme le rappellent les évêques des États-Unis d'Amérique, le travail n'est pas seulement source de revenus, mais un domaine déterminant où se forge l'identité, où se nouent des amitiés et des relations, où l'on apprend des responsabilités concrètes et où l'on discerne sa vocation. Et ça, c'est excellent. C'est une synthèse de ce que représente le monde du travail. Les opportunités de rencontre. Le fait qu'il y a des gens, mais jamais vous n'auriez été vers eux, mais comme c'est des collègues de travail, à une pause, il y a quelques petits messages qui se laissent partager. Ou encore de la demande. Et même, des fois, des entreprises qui, dans leur objectif d'un bon plateau ou d'une ambiance harmonieuse, ils organisent après des petits événements, des fois partir à une activité, pourquoi pas faire un pique-nique ou autre. Et c'est là où on peut nouer soit des amitiés, même des fois des relations amoureuses, ou tout simplement des connaissances. Et on est ravi de les recroiser un jour dans un magasin et de prendre comme ça quelques petites infos. Ah alors, t'es toujours là, tu fais ci. Un peu de commérage, si je puis dire, mais c'est ça, c'est de la relation humaine. Un visage qui n'est pas oublié, une personne. Et en dehors de ceci, c'est aussi être apte à se former. Et après, à donner ses manières de procéder au nouvel arrivant. En lui disant, ah tiens, t'as été avec tel et tel collègue, c'est bien, eux ils sont très qualitatifs, cette personne elle a peut-être 10-15 ans d'ancienneté. Moi à mon niveau, j'ai trouvé que pour simplifier la tâche, j'ai cette astuce. Et c'est comme ça à nouveau être aussi dans le don, dans le partage. Ça c'est pas mal. On est à 72%, je vais vous proposer là en termes d'horaire, ça fait 1h30, on reste sur un petit format et on fera une dernière émission où vraiment là on conclura les 28% restants.
Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs et spectateurs. Bye.